Alors, Mélanie Carrier et Olivier Higgins, vous êtes tous les deux cinéastes. Vous êtes nés à Québec et vous êtes biologiste de formation. En 2010, vous avez fondé votre boîte de production MoFilm, non sans avoir déjà réalisé un premier long métrage Azimut. Depuis, vous avez ajouté 4 autres titres: Rencontre en 2011, un court métrage satirique L'Homme de glace en 2011 également, Québécoisie en 2014 et votre tout dernier Errance sans retour en 2020. Ce dernier film est présenté au Rendez-vous Québec Cinéma en ce moment et c'est à cette occasion qu'on a décidé à Teng de présenter une rétrospective de votre œuvre qui, disons-le, est assez unique dans le paysage cinématographique québécois. On va profiter de cette rencontre pour venir un peu sur votre carrière qui a le vent dans les voiles en ce moment. Mais d'abord, pour commencer, j'aimerais savoir comment vous allez, entre autres avec ce film qui est présenté, vous ne pouvez pas aller l'accompagner. Ah ouais. Ça va bien. Comme tout le monde, tu sais, la pandémie nous rentre dedans un peu, puis on a hâte de pouvoir revoir les gens en vrai, puis d'être présent, puis on a des enfants aussi, donc tu sais, comment dire, on s'adapte avec eux à travers tout ça. Mais non, on est vraiment heureux qu'Errance sans retour prenne son envol. Tu sais, c'est un film c'est un sujet extrêmement difficile. C'est un film sur lequel on a travaillé beaucoup pendant 2 ans intensément. Puis de voir qu'il prend son envol, déjà, ça, c'est comme une victoire quelque part, là, parce que l'idée, c'était d'abord et avant tout qu'on puisse parler de ce sujet-là, puis qu'il rejoigne un certain public. Après ça, le fait de ne pas l'accompagner, oui, c'est triste, là, parce qu'on aime ça pouvoir accompagner nos films, là, mais en même temps, je pense que juste le fait qu'il ait pu avoir des projections au cinéma, tu sais, on se sent choyé pareil de la réception qu'il a, puis le fait qu'il puisse rejoindre son public aussi, là. बर्मान मा जखन आई गरीब मान्छे जियो न जत्तत फंगर को बेकुने बन गया और जो बेकु होता है तलब एक कुडुल्ले होनी À revenir sur votre filmographie, moi, ce qui m'impressionnait particulièrement, entre autres, je disais que vous avez un parcours un peu hors norme, ou vous avez une carrière qui est particulière dans le paysage, mais entre autres, c'est impressionnant la liste des tâches que vous faites. Vous êtes réalisateur, réalisatrice, vous faites de la production, scénarisation. Olivier, tu fais aussi du montage. D'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs, je dois y aller pour. J'ai quelque chose à. Non, mais c'est impressionnant, c'est tout. Vous faites tout. La Ouais. distribution aussi, vous avez parti votre boîte de production. Puis je me demandais justement, est-ce que c'était un choix, ça, au départ, d'être femme et homme orchestre ou ça s'est imposé dans votre dynamique de création à vous deux? Ben, tu sais, dans le fond, ça a commencé dès le départ, à cause d'Azimut, même le film comme tel ou le documentaire, c'est accidentel. Tout est accidentel dans ce parcours-là, tu sais. Fait que, tu sais, puis Azimut, qui est un format particulier aussi, dans le sens où, ben, tu sais, tantôt tu disais long métrage, mais c'est pas un long métrage, c'est 50 quelques minutes, là, tu sais. 56, Puis ouais. dans le fond, on le fait dans ce format-là sans réfléchir à la télé, sans réfléchir à quoi que ce soit au festival. Nous, dans le fond, à l'époque, on voyageait beaucoup, on travaillait pour plein de projets à l'étranger. On étudiait à l'île de la Réunion, on faisait beaucoup d'escalade, on voyageait beaucoup, puis on écoutait aussi on avait suivi les festivals des films de Banff, c'est un festival de films d'aventure. Puis, fait que, tu sais, nous, quand on a terminé nos études en bio, on s'est dit, hey, on part pour une grande aventure physique, là, difficile, tu sais, vivre vraiment quelque chose d'unique. Puis là, on a décidé, on dirait, on en fait notre premier film. Parce que moi, je faisais des petits montages depuis plusieurs années pour le plaisir, tu sais, puis en me disant peut-être qu'un jour, on va faire quelque chose. Puis, puis on retirait beaucoup aussi de partager ça avec les gens autour de nous, tu sais, nos expériences. Puis dans le fond, on a fait ce premier voyage-là à Azimut, la Mongolie à l'Inde, puis qui était quand même. Puis, tu sais, Toute une puis aventure. on a décidé de faire ça. Tu sais, on s'est dit, si on le fait, si on tourne quelque chose, ben dans le fond, On le fait jusqu'au bout. faisons-le professionnellement tu sais, le plus possible. Tu sais.
Là, on a scénarisé un peu le truc par rapport à comment, parce que c'est pas un film scénarisé, c'est un voyage, c'est un road trip, là, mais il y avait quand même des réflexions par rapport à aux thématiques aux qu'on allait thématiques, puis après aborder. ça, comment qu'on allait revenir. À un moment donné, on s'est dit, on fera un rappel. À un moment donné, on se fera une interview sur tout ce qui s'est passé sur le passé, puis ce moment-là va servir à comme de jauge, là. de points narratifs, là, de points de repère narratifs. Fait qu'on a fait ça. Puis au final, là, vu qu'on était les protagonistes du film, là, on a fait des conférences, on a fait les grands explorateurs ici au Québec. Tu sais, Azimut a vraiment mis la table pour la suite. Comme nous, on s'est lancé là-dedans, le corps et âme, comme pour tous les autres projets qui ont suivi, mais on a décidé de vraiment prendre tout ça en main sans rien connaître au cinéma documentaire, tu sais. C'est comme si ça l'avait mis la table pour la suite parce que là, premièrement, on a mieux compris après comment fonctionnaient les festivals, comment fonctionnaient les ventes télé, comment fonctionnait un peu le milieu, même si on en apprend encore tous les jours, là. Puis après ça, on a eu envie de garder les rênes de nos droits d'auteur aussi, puis de nos projets, tu sais. Puis c'est ce qui explique qu'il y a quand même un laps de temps important entre chacun de nos projets. Tu sais, là, il y a eu les enfants à travers ça, là, mais tu sais, le fait de tout faire fait en sorte qu'on ne produit pas d'autres personnes non plus, on produit juste nos projets. Puis, il y a du temps entre nos projets, puis c'est ça, là, tu sais, on ne peut pas faire plus vite que ça parce que ce sont souvent des projets de longue haleine, de toute façon, qui demandent une grande réflexion, beaucoup de recherche, beaucoup de préparation. Tu sais. Quand Azimut a été fignolé, vous l'avez tourné et tout, monté, là, vous êtes vraiment occupé de la mise en marché aussi. Fait que vous avez été cogné au port des télés ou comment ça s'est fait? Nous, tous nos films ont été produits sans diffuseur ici au Québec. Et donc, après ça, nous, on n'avait pas aussi l'oubli, puis même par rapport au financement, on n'avait pas d'obligation d'avoir de distributeur dans notre structure financière nécessairement. Fait qu'à partir de là, nous, on était libre de distribuer ou de compartimenter la distribution comme on souhaitait, tu sais. Mais dans le fond, pour Azimut, c'est que Arte nous a contactés parce qu'il y avait, le film gagnait beaucoup de prix. Puis après ça, nous, on a trouvé un distributeur européen qui était intéressé pour la suite, comme il y avait déjà Arte, ça ouvrait des portes. Mais on a fragmenté un peu ça, on s'est occupé beaucoup de la distribution institutionnelle, mais on a fait un peu de touche à tout en fragmentant. Puis tu vois, aujourd'hui, on a notre prochain long-métrage documentaire là, qu'on est en train de préparer, mais on est reconnu comme distributeur parce qu'on a tellement travaillé en matière de distribution, on a une bonne feuille de route, bien là, on peut assurer ça aussi. Mais en même temps, c'est beaucoup de temps. Fait que oui. C'est beaucoup de temps, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, avoir certains documentaristes qui travaillent comme ça puis qui prennent en charge la distribution, j'ai l'impression que des fois, ça sert beaucoup les films parce qu'on va justement dans des espèces de niches ou dans des lieux où les distributeurs, peut-être, qui ne vont pas nécessairement ou qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont plusieurs œuvres à accompagner. Là. Fait que j'ai l'impression... Mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout une grande liberté. Mais tu sais, comme par exemple, pour Errance sans retour, on collabore avec Spira, qui est basé ici à Québec. Donc, on est co-distributeurs ensemble. Puis ça permet en même temps de se décharger un peu là, parce que la vie est occupée. Mais aussi, je trouve que par rapport au fait de ta question de s'occuper de toutes les étapes, ce qu'il faut apprendre, nous, encore, c'est de lâcher le morceau à un moment donné. Je ne sais pas comment dire. Tu sais, comme par exemple, là, la distribution d'Errance, on y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement encore. Tu sais, on est comme pas capable. On veut tellement que tu sais, comme n'importe quel cinéaste, on veut tellement que les sujets de nos films rejoignent un certain public que tu essaies de faire tout ce que tu peux pour qu'ils rejoignent son public, tu sais. Mais à un moment, il faut quand même être capable de se dire aussi, OK, bon, là, il faut savoir s'arrêter. Mais bon, ça, c'est la grande histoire de notre vie. Parce que ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, le film a beau être bon ou très bon ou un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, ça serait différent, j'imagine, mais c'est le nerf de la guerre, c'est la distribution. Là. Le film là, peut être bon puis il dort sur des tablettes. Là. Nous, il y a des films, des fois, des documentaires qu'on veut voir, qu'on a entendu parler ou que j'ai déjà vu, que je voudrais j'ai vu d'une occasion X, puis là, je dis à Mel, hey, ça serait vraiment intéressant pour notre faire ça a un lien avec notre prochain film, on pourrait regarder ça. On n'est pas capable de le voir. Fait que tout ça fait que
Puis même par rapport aux plateformes majeures comme Netflix ou peu importe les autres plateformes, que les gens, ils cliquent, puis ils prennent ce qui passe, puis ils n'ont pas le goût de réfléchir nécessairement. Puis c'est pour ça que des plateformes plus nichées comme Tank, c'est intéressant parce que justement, ça donne accès à des documentaires auxquels on n'aurait pas accès. Auxquels on n'a pas accès habituellement, qui sont excellents. Vous rejoignez absolument nos grandes angoisses à Tank. C'est ça, nous, ce qu'on trouve tellement difficile, c'est que la qualité en documentaire est tellement au rendez-vous. Je veux dire, il y a des œuvres d'une singularité, de richesse. Des fois, ça va être dans des thèmes, des fois, ça va être dans des formes. En termes de langage cinématographique, il y a de l'inventivité comme ça se peut pas. Puis ce qui est absolument aberrant, c'est de voir la tellement petite distribution de ces œuvres-là. Et le public très, très, très restreint que ça rejoint. Puis c'est ça, ce que je trouve très bien, vraiment intéressant dans votre démarche, c'est justement que vous avez des thèmes porteurs, universels, puis vous êtes capable d'aller dénicher le public. Parce que nous, souvent, on programme des films à Tank, puis on se dit, mais ces films-là, ils pourraient parler autant à nos grands-parents qu'à des jeunes, on est comme ça. C'est impossible d'être indifférent à ces œuvres-là. Mais comment faire pour les faire voir? Puis c'est pas juste des rendre disponibles. C'est pas juste parce qu'on le sait, mettons, il y a des plateformes comme l'ONF et tout. Ça veut pas dire que les gens y vont. Puis même Tank, ça veut pas dire que les gens y vont. Ça veut pas dire que les gens prennent le temps d'écouter ces œuvres-là qui, des fois, sont aussi qui peuvent être un peu exigeantes ou... En tout cas, ça, c'est vraiment nos grands questionnements à Tank. Puis moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir aller des documentaristes comme vous pour ce volet-là, pour voir tout ce que vous êtes capable d'aller faire pour aller chercher des publics à travers le monde, autant dans le réseau institutionnel, autant, je voyais que vous avez, entre autres, passé beaucoup par les grands explorateurs. Justement, c'est comme plein de volets. Mais nous, mettons, avec Azimut, moi, j'ai écrit un livre aussi, puis qui a été publié à l'époque, qui a connu un bon succès. Puis là, les gens qui se procuraient le livre voulaient voir le film. Après ça, puis on a fait beaucoup de conférences, mais idem avec Québécoisie, on a vraiment, vraiment beaucoup fait de conférences. Puis là, tu vois, avec Errance en retour, on a produit puis conçu une exposition ici au Musée national des beaux-arts du Québec, qui était accessible gratuitement, qui devrait réouvrir au public là, en septembre d'ailleurs. Mais ça a été c'est un complément au film, puis on le fait pas on le fait pas pour aller chercher des publics, on le fait parce que ça nous parle vraiment. C'est tellement de temps et d'énergie, Mais la conséquence collatérale, c'est qu'il y a des publics qui finissent par se croiser ou des gens qu'on n'aurait pas rejoints autrement, qui vont finir par dire « Ah ouais, on va aller voir ça, Errance sans retour, l'exposition, ça nous avait touchés. » Mais même idem avec Azimut. Azimut, c'est un film vraiment d'aventure, même si je trouve qu'il y a une consonance très philosophique. Là. Mais c'était surtout c'est surtout un public de festival de films d'aventure ou d'aventure qui l'a vu, mais ils nous ont suivis après, ces gens-là. Donc, ils ont été intéressés par Québécoisie puis par Errance. On reçoit des courriels de gens qui nous suivent depuis le début. Donc, c'est comme si finalement tous ces publics-là se croisent. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est ça, pour revenir un peu sur Azimut, en fait, j'ai deux questions. Ma première question, c'est d'abord les rôles, parce que moi, je remarquais, au générique, Olivier, souvent, tu vas faire le montage avec quelqu'un, tu vas co-monter. Mélanie, toi, tu vas faire beaucoup la prise de son. Mais là, on parle vraiment plus de l'aspect production, là, pas on la production. Puis, Olivier, tu fais les images. Mélanie, parfois aussi, tu fais des images. Comment ça se met en place? Comment vous évoluez chacun dans vos rôles? Puis, est-ce que vous pensez des fois à échanger? Est-ce que vous... On n'échange pas, c'est très cloisonné. Je suis pas à ma caméra. Mais tu vois, nous, dans le fond, là, on est un couple dans la vie, là, mais on se connaît depuis notre secondaire 3. Olivier, c'était mon meilleur ami. Puis un jour, on est tombés amoureux. C'est une longue histoire, mais à 19 ans, on a commencé à être ensemble. Et puis, donc, on se connaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, sur le terrain, puis dans la vie même de tous les jours, on en parle encore cette semaine, on fait tout ensemble, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on n'a pas besoin de se parler, puis on sait exactement ce que l'autre veut dire ou a besoin. Ou en même temps, on se parle tout le temps, justement, dans le sens où... non, mais c'est vrai, ces sujets-là, des fois, c'est comme... ah oui, c'est vrai, j'ai pensé que... Là, c'est juste une phrase. Puis là, finalement, cette phrase-là revient là, c'est moi qui l'ai dite, mais 3 semaines plus tard, Mel, elle revient, ah oui,
c'est vrai que telle affaire, puis, tu sais, fait qu'il y a toute cette façon-là que c'est fait juste partie du quotidien, là, tu sais. Mais, tu sais, en matière de production sur le terrain, tu sais, généralement, c'est Oli qui filme parce que c'est lui qui a tout le temps plus manié la caméra. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps, sur le terrain, souvent, c'est tout le temps moi qui tisse les liens avec les gens. Ben, Oli tisse les liens aussi, tu sais. Et comme des fois, j'ai pris quelques images, mais ces derniers temps, c'est beaucoup plus Olivier. Puis le fait de prendre le son, bien, moi, ça me permet aussi de vraiment garder un œil sur tout ce qui se passe autour, puis de tisser vraiment ces relations-là avec les gens. Puis généralement, dans chacun de nos films, on passe beaucoup de temps avec nos protagonistes, ou sur la route, ou ce sont beaucoup des films en mouvement, là. En général. Donc ça fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si Olivier fait beaucoup la caméra. Moi, je fais souvent le son. C'est souvent moi qui tisse les liens, mais en même temps, tout ça peut être interchangeable, tu sais. Puis on ne se pose pas trop la question. C'est comme si ça se fait de façon très, très organique. Puis comme on le disait, tu sais, comme on les réfléchit tout le temps, ces projets-là, on en parle tout le temps, mais on vient qu'à avoir une vision d'ensemble qui se ressemble beaucoup. Puis en termes de style ou d'inspiration ou d'influence cinématographique, ça, est-ce que vous avez tendance justement à écouter des films ensemble avant de partir ou à penser, à voir le travail de certains photographes ou pour vous nourrir puis pour penser comment... Oui, on regarde beaucoup de films. Moi, je lis beaucoup aussi. Tu sais, ça arrive qu'Olivier va peut-être regarder encore plus de films que moi pendant que des fois je lis. Des fois, j'ai besoin de m'évader dans l'écriture, là, des essais ou de toutes sortes. Mais ça me nourrit beaucoup aussi. Tu sais, ce sont des sujets qui s'entrecroisent, là. Mais clairement, on sait, tu sais, comme en ce moment, ce sont les rendez-vous Québec Cinéma, tu sais, puis on a regardé quelques documentaires cette semaine, puis même, tu sais, le film de Steve Patry, je ne sais pas si tu l'as vu, là, Tant que j'ai du respire dans le corps, mais tu sais, on s'inspire beaucoup de documentaristes québécois, mais aussi de tous les horizons. Tu sais, comme maintenant, nos films se promènent beaucoup dans les festivals, on a souvent accès à ces plateformes-là, ça nous permet de découvrir plusieurs cinéastes, tu sais, puis des grands comme Herzog, par exemple. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être à la Vision du Réel en 2019, il donnait une conférence de 2 heures. C'était vraiment quelque chose parce qu'on a vraiment épluché sa cinématographie, tu sais, l'ensemble de sa filmographie, pardon, puis... Mais oui, on s'inspire beaucoup en amont. C'est tout notre travail de recherche. C'est drôle parce que je donnais une formation récemment à ce sujet-là, tu sais, puis toute la période, nous, de développement, c'est tellement long, mais c'est qu'on part avec un sujet souvent de façon très, très large, puis là, on épluche, puis on lit beaucoup, on parle à des gens, on regarde des films, et puis à un moment donné, tranquillement, on est capable de cibler un peu plus le sujet vraiment qui nous interpelle, puis là, on le sent, là, tu sais, le film s'enligne, mais comme québécoisie, ça a pris du temps avant de comprendre que finalement, c'était vraiment la complexité de la relation de Québécois et Premières Nations, tu sais, le fait de notre propre ignorance, puis ce questionnement quelque part aussi identitaire-là qui nous bouleversait, tu sais, mais on a ratissé large là, avant d'en arriver là. Puis, tu sais, cette démarche-là, ça a un lien même avec ta première question par rapport à la distribution, puis pourquoi on fait tout. Je pense que c'est peut-être les refus aussi, tu sais. Tu sais, dans le fond, nous, on arrivait de la biologie, là, puis on arrivait on a fait un film d'aventure où on est les protagonistes, où on fait des conférences, puis que là, le film connaît un succès mondial, etc. Tu sais, fait que c'est quand même vraiment particulier, tu sais. Dans le fond, on a tout fait la tournée mondiale même avec ce film-là, pour tout d'un coup, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous a proposé ou les RIDM nous ont demandé, mais on a dit, c'est quoi ça, les RIDM? Tu sais, je vous aucune idée. Là, 2007, oui. Fait que tu sais, nous, c'était comme un accident. Tout ça, c'était un accident. Puis après ça, on a dit, on va faire d'autres projets de films. Puis là, on réfléchissait, ça pourrait être quoi? Puis est-ce que c'est une aventure? Ça va être quoi notre aventure? Après ça, non, dans le fond, on va répéter la même chose. Là, on réfléchissait aux traditions québécoises. Puis là, on avait proposé, on avait rencontré à un moment donné, durant les RIDM, justement, des genres de speed dating, Radio-Can, les petits jeunes naïfs qui disaient, oui, on devrait faire un film sur les traditions québécoises. Puis tout ça, à un moment donné, puis là, les refus, puis après ça, je rencontre, on cognait aux portes des distributeurs, puis non. Fait que j'ai l'impression, puis même Québécoisie aussi, la même chose, tu sais, puis fait que tous ces refus-là faisaient qu'on prenait le temps
réorienter vraiment le projet. Puis dans le fond, là, c'est exemple les traditions québécoises. Tout d'un coup, on a dit, c'est-tu vraiment ça? Puis là, dans le fond, ah ouais, dans le fond, les Premières Nations, on ne connaît pas les Premières Nations. Puis, fait que, de fil en aiguille, de fil en aiguille, tout ça, cette recherche-là très large, ou ce temps-là, ou tous ces refus-là, ont fait que, et nos sujets étaient vraiment, dans le fond, une réflexion très large sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, puis ce qu'on a envie de partager, puis de dire, puis de réfléchir. Puis aussi, tous ces refus-là ont fait que, ben, on va faire la distribution, nous, on va faire la production, ou on va faire, nous, on avançait dans le projet coûte que coûte, de toute façon, tu sais. On a décidé à un moment donné, que c'est pas les refus qui allaient nous arrêter. Puis même parce que c'est dur, hein, tout le monde le vit là, en cinéma documentaire et en cinéma de fiction, tu te fais dire non, tu te remets en question, mais en même temps, ça permet de peaufiner ton approche. Puis à un moment donné, on s'est dit, on les fait. Puis on a fini par avoir de l'aide du Conseil des arts, de ci, de ça, mais la SODEC, on l'a eu une fois en développement, mais là, c'est la première fois qu'on l'a en production, là, pour notre prochain film. Fait que je pense qu'il faut avancer coûte que coûte. Puis il y a une autre chose aussi qui nous a toujours guidés, qu'on finit par réaliser, c'est que dans chacun de nos projets, on a toujours souhaité, je pense, donner des pistes de réflexion plutôt que des réponses. Puis ça s'alignait un petit peu avec la recherche dont je parlais tout à l'heure. Oui, on fait une phase de développement très, très étoffée, mais en même temps, en tout cas, je trouve qu'on n'a pas cette prétention-là d'amener des réponses. Je pense qu'on en donne des fois aussi, inévitablement, parce que faire du cinéma documentaire, c'est subjectif, à mon avis. Là. Tu as des choix à chaque instant, là, autant au tournage, au son qu'au montage. Là. Mais en même temps, ça a toujours été ce souhait-là de semer des pistes de réflexion plus que de donner des réponses, peut-être. Puis peut-être que c'est ça qui a interpellé le public, entre autres, pour Québécoisie. Oui, parce qu'on sent vraiment dans tout, déjà, comme vous le disiez, des thèmes qui reviennent ou des choses qui reviennent dans votre œuvre, c'est entre autres la question du voyage, du mouvement. Vous êtes toujours en mouvement, vous êtes toujours en train de vous déplacer, comme s'il y avait aussi, mais ça rajoute en fait beaucoup de physicalité à la quête. On sent que vous êtes dans une quête. Puis cette quête-là est du mouvement. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas rien de statique ou il n'y a pas de. On n'arrête pas pour dire voici l'état de la situation. C'est plutôt on cherche, on cherche, on cherche. Fait que on sent qu'on est avec vous dans une quête et vous vous mettez aussi dans une certaine perspective, en tout cas dans certains, pas dans la rencontre, ça aussi je voulais y revenir, mais vous vous mettez aussi un peu en scène, fait qu'on sent et les doutes, et les hésitations, et la réflexion qui change, et fait qu'on est avec vous dans cette quête-là, puis on a accès aussi à cette fragilité-là ou à cette... Oui. Nous-mêmes, en tant que cinéaste, on dirait qu'on réfléchit mieux en mouvement. Pour nous, d'être dans un parcours, si on veut, ou d'être, je sais pas, d'avoir les mains dedans, là, mais de ne pas être statique. Puis des fois, c'est ce qu'on trouve difficile avec d'être parent, pas par rapport à nos enfants qu'on adore, c'est juste qu'il y a une routine qui est imposée, veut pas, là. Faire des lunchs, t'es loin d'être en mouvement, là. Mais, mais c'est ça c'est dans ces moments-là où on réfléchit le mieux, on dirait, puis on est le plus proactif. Je ne sais pas si le biologiste en vous pourrait questionner ça, mais moi, j'avais déjà lu quelque part, en tout cas, que, entre autres, quand on marche en forêt, il y a vraiment quelque chose dans la pensée. Il y a comme la pensée se libère. Oui. Vraiment. Il y a un livre que j'ai jamais lu, mais que j'ai entendu parler d'un Japonais, je pense, sur la marche. Je pense qu'il joguait. Puis dans le fond, il a écrit son livre en joguant. Puis dans le fond, lui, c'est ça, ce livre-là parle du fait dans le fond, qu'en mouvement, la pensée se place. Là, mais clairement, moi, j'ai marché Compostelle avec ma mère. C'est ancré en nous, là, puis c'est ça, je rêve de ce moment où on va reprendre la route un jour. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est mis en scène dans Azimut. Effectivement, on est au cœur du film. Mais pour Québécoisie, ce n'était pas prévu du tout au départ. Hein. Nous, on s'est dit, là, on a fait Azimut, on l'a fait, on est en scène, on s'en va ailleurs. Mais finalement, dans Québécoisie, à un moment donné, on s'est rendu compte que cette ignorance-là s'appliquait à nous. Puis on voulait pas accuser personne d'être ignorant. On voulait plutôt dire nous nous sentons ignorants, embarquez avec nous si ça vous tente de faire le trajet.
on voulait qu'ils embarquent dans notre quête quelque part, mais c'était pas ça du tout au départ. Même, c'était pas du tout ça l'idée d'avoir des talking heads, là, des Serge Bouchard puis Pierre-Auguste Tremblay. On s'était dit, hey, non, nous autres, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Puis finalement, le sujet était tellement complexe que là, hop, ça. Fait que c'est ce que ça amène la durée aussi, quand tu prends beaucoup de temps pour faire un projet. Oui, puis même par rapport au financement ou les accidents de parcours, dans le fond, quand on est parti, puis on s'est dit, ben regarde, on fait partie de cette démarche-là, puis notre ignorance fait partie de cette démarche-là. Ben, filmons notre parcours sur la Côte-Nord, puis on verra. T'sais. Mais des fois, c'est sûr que quand tu as une structure plus rigide, ben après ça, elle est clairement imposée. Là, à un moment donné, est-ce qu'on met une narration, pas de narration? Des fois, les télés vont dire ben, ton film il est très bon, fais ce que tu veux, mais nous, on va mettre une narration. Fait que il y a c'est cette réalité-là qui fait partie de la production cinématographique qui coûte très cher. Tu as des bailleurs de fonds qui ont des fois des diffuseurs qui ont des attentes, des angles, etc. T'sais. Fait que nous, on a été comme lire dans tout ça, dans cette démarche-là. Puis, fait que c'est une grande chance qu'on a pu se donner cette liberté-là. Qu'est-ce qui marque le passage de Azimut à Rencontre? Parce qu'on dirait que Rencontre, c'est... parce que souvent, dans Québécoisie, vous racontez aussi que vous avez cette idée qui germe déjà pendant que vous faisiez Azimut ou déjà pendant que vous étiez en voyage et tout ça, que vous étiez à l'autre bout du monde pour découvrir, OK, mais il y a de l'altérité vraiment à côté de chez nous, on peut se questionner, mais Rencontre vient s'immiscer un peu entre ces deux films-là. Alors, qu'est-ce que c'est Rencontre pour vous dans votre parcours? Bien, Québécoisie est née après Azimut, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a une amie qui était à l'époque directrice du Parc national à Jacques-Cartier qui est venue nous voir puis qui nous a dit j'ai un projet, elle s'appelle Nancy Bolduc, puis donc j'ai un projet, je veux parcourir le Sentier des Jésuites avec une gang de jeunes. Il y a des jeunes issus de la communauté Huron-Wendat, de Mashteuiatch, la communauté Innu de Mashteuiatch, puis des jeunes du Saguenay, des jeunes Saguenayens. Puis nous, on avait déjà commencé notre grande recherche sur Québécoisie. Donc, c'est sûr que ça nous a interpellés, tu sais. Puis c'était un projet qui était quand même aussi super intéressant, qui était encore inscrit dans le mouvement. Quand on s'embarque dans un projet, c'est parce que le sujet émane de très profondément à l'intérieur de nous puis que ça vient vraiment nous interpeller. Tu sais. C'est arrivé d'autres fois où on a tenté de développer des projets puis on s'est dit finalement, tu sais, c'est pas ça. Puis donc, tu sais, ce qui existe en ce moment, ce sont vraiment les projets qu'on a portés là, jusqu'au bout. Puis Rencontre, c'est aussi un on verra, tu sais, dans le fond. Nancy, elle nous avait contactés puis en disant, tu sais, j'aimerais ça qu'il se fasse quelque chose sur ça, tu sais, etc. Tu sais, puis fait qu'on s'était lancé un peu là-dedans en disant, ben garde, partons, puis on verra. Puis dans le fond, oui, il y avait eu quelques rencontres avec les jeunes, une réflexion sur comment on allait tourner ou qu'est-ce qui est métier. La scénarisation comme telle était très brève par rapport aux autres projets. Tu sais. Puis après ça, je pense que ça se sent dans Rencontre aussi. L'attachement, tu sais, les autres nous appelaient nos fantômes d'amour parce que c'est comme si on n'existait pas, mais tu sais, on faisait partie de la gang autant, tu sais, puis ce qui était spécial dans ce périple-là, c'est qu'il y avait des jeunes, tu sais, les plus jeunes avaient 14 ans, ouais. Puis il y avait fait qu'il y avait nous dans le milieu, fait qu'il y avait des gens de 14, des gens de 16, 18, il y avait nous dans le milieu, puis il y avait les guides qui étaient plus vieux aussi, mais tout le monde formait vraiment un tout, tu sais, puis fait après ça, on était tellement touchés par ce qu'on avait vécu, puis parce que ces jeunes-là avaient vécu, tu sais, puis ce qu'on avait vécu tout le monde ensemble, tu sais, qu'on pouvait pas dire, hey, on met ça de côté, puis on passe à d'autres choses, tu sais. On avait comme le besoin de mener ça au bout, tu sais, il y a des responsabilités comme ça à un moment donné que tu sens, parce que là, premièrement, c'est ce qu'on souhaitait nous aussi, mais même par rapport aux jeunes, qui, je pense à Catherine, c'est des jeunes avec lesquels on est encore en contact, Emma qui est une jeune Inou qui, au début du projet,
était incapable de terminer une phrase, tu sais. Puis elle nous racontait que, puis même nous, on ne la voyait pas comme protagoniste dans le film parce que justement, elle avait tellement de difficultés à s'exprimer que nous, avec notre inexpérience, on s'est dit, ben là, c'est impossible. Tu sais. Mais au contraire, tu sais, c'est un des personnages les plus touchants parce que justement, c'est une petite fleur qui émerge. Tu sais. Puis à la fin du trajet, elle nous dit, hey, c'est la première fois de ma vie que je suis capable de terminer quelque chose. Mais juste ça, on dirait qu'on se devait de le faire, le film. Tu sais. C'était comme... c'est une responsabilité que tu as aussi quand tu t'engages auprès de certaines personnes. Tu sais. Des fois, ce n'est pas possible pour plein de raisons, mais si tu peux essayer de le rendre jusqu'au bout, ton projet, là, j'ai l'impression qu'il faut le faire. Tu sais. Oui, parce que dans le fond, votre cinéma, c'est un cinéma de rencontre, mais c'est aussi un cinéma d'action parce que vous avez une incidence sur quand, ben là, justement, déjà, vous témoignez de leur aventure à ces jeunes-là, mais vous les questionnez aussi, vous les faites réfléchir, vous les amenez à avoir... Il y a quand même des moments un peu en solitaire avec certains d'entre eux, fait qu'ils sont capables d'exprimer, de se poser, d'avoir une espèce de journal de bord de leur transformation intérieure. Fait que vous-même, vous venez transformer des choses au fil des tournages ou, Québécoisie, c'est ça aussi? Ben oui, tu sais, elle rentre aussi, même par rapport à notre grand travail de traduction puis de narration avec le narrateur Mohamed Chofi, qui, c'est sûr que, tu sais, le cinéma transforme ses auteurs, là. Tu sais, nous, pour chaque film, c'est ça qu'on dit souvent, tu sais, ça ouvre des portes dans notre tête puis dans nos cœurs qui se refermeront jamais. Tu sais, tu mets tellement de temps dans ces réflexions-là, dans cette recherche-là, mais aussi dans ces rencontres-là. Que ce sont, puis ces thèmes-là même, que c'est des portes que tu ouvres qui ne se ferment plus après. Ils sont là pour toute ta vie, mais ces portes-là, on les ouvre aussi pour nos enfants. Tu sais, quand Émile, Béatrice rencontrent Mohamed Chofi, qui leur parle qui est le narrateur d'Errance sans retour, qui explique qu'il a passé 18 ans dans un camp de réfugiés, bien là, puis qui raconte comment ça se passait, mais pour même nos enfants, ça ouvre des portes, mais après ça, clairement, tu sais, c'est ce qu'on disait récemment aussi, tu sais, nos personnages, les protagonistes de nos films, pour nous, ils font partie de l'équipe autant que moi qui prends ça ou Colly qui fait, ou que le monteur qui va joindre à nous. Tu sais, ça nécessite un immense respect envers ces gens-là. Puis c'est ça. On se faisait questionner sur comment on crée une relation, tu sais, comment on arrive à même par rapport au contexte des réfugiés dans Errance sans retour, mais puis dans les autres films, on sent aussi beaucoup la proximité encore plus par rapport aux gens, à quel point on les connaît, aux personnages. Puis c'est dur à expliquer, mais il y a entre autres ça, le fait que tout est lié, le fait, même par rapport au financement ou la grosseur de l'équipe, veut pas. On reste accouché, mais on reste accouché. On n'est pas c'est notre caméra, on reste, je veux dire, on n'a pas besoin de redonner la caméra à qui que ce soit. C'est nos affaires. Ah oui, on reste accouché, on met notre tente là, ou peu importe, mais fait que cette proximité-là est vraiment importante. Puis même par rapport à comment on est aussi sur le terrain, quand Mel parlait de la personne qui fait partie de l'équipe. Mais je réalisais ça, on a dit ça justement récemment, que la personne qui est interviewée fait partie de l'équipe parce que, je veux dire, à un moment donné, elle réagit, elle veut quelque chose, elle ne se sent pas bien, OK, mais, à un moment donné, il y a tout ça, là, fait que elle a des besoins, nous, on a des besoins par rapport à l'histoire qu'on veut conter aussi, puis tout ça est organique, puis fait que je pense qu'à un moment donné, ce respect-là ou cette écoute-là de l'autre, ça se sent, même si ça fait des fois vraiment pas longtemps que tu viens de rencontrer quelqu'un, puis tu te dis, hey, ça te dérange si je filme, mais il y a quelque chose qui se passe, puis l'autre qui fait partie de l'équipe, tout d'un coup, ben, avance avec toi, fait que c'est pas toi qui contrôle tout le truc, puis fait que des fois, il y a peut-être cette façon-là aussi que je réalise avec le temps, que... Puis c'est peut-être, j'extrapole, mais peut-être dans le fond, nous, on ne vient pas du milieu documentaire, puis puis du film, mais notre bagage de vie par rapport à nos voyages puis nos expériences de vie, fait qu'en documentaire, le documentaire, c'est de la rencontre, c'est de la rencontre entre le cinéaste. Fait que j'imagine que
ceux qui étudient là-dedans, qui réfléchissent à ça, qui sont beaucoup dans cette démarche-là d'écoute de l'autre. Mais nous, c'est comme arrivé un peu sur le tas. Puis c'est peut-être, dans le fond, le fait que quand tu es dans l'azimut, puis tu es dans le milieu du désert, tu arrives d'un village, tu te dis hey, je peux-tu mettre ma tente à côté, puis là, tu t'interagis avec les gens que tu ne connais pas du tout, puis là, finalement, ils t'invitent à souper, ils t'invitent à. Mais toute cette expérience-là, puis tu sais, je pourrais en nommer depuis qu'on a 17 ans qu'on a fait ça, des parcours à travers le monde, tu sais, puis. C'est sûr que ça forge la rencontre. C'est sûr, ça forge la rencontre, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est un outil incroyable par rapport à aujourd'hui ou au cinéma, tu sais, au documentaire. La légèreté du dispositif, c'est sûr que ça joue pour vous. Et comme vous dites, l'humanité, parce que je pense qu'ultimement, justement, une relation, une rencontre, ça se force pas, ça se met pas en scène, c'est comme on le sent, tu sais, puis c'est des choses que vous vivez. Mais je me demande, moi, c'est vraiment une curiosité personnelle, mais est où la biologie maintenant, pour vous? La biologie, c'est drôle, hein? Tu sais, la citation qui ouvre Québécoisie, c'est « La vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les liens qui les unissent entre elles. » Puis on s'est souvent questionné où la biologie là-dedans. Puis tu vois, tous les deux, quand on a étudié en biologie, c'était pas nécessairement pour devenir biologiste, là, c'est parce que le fonctionnement de la nature nous intéressait vraiment beaucoup, de la science, quelque part aussi, à tous les niveaux, là, micro, macro. Puis finalement, on s'est rendu compte au fil du temps que la compréhension du monde, dont le monde de la biologie, c'est quelque part un peu nécessaire à comprendre où nos sociétés s'en vont. Puis j'ai l'impression que ce bagage-là, même avec notre année d'études à l'étranger à La Réunion, nous accompagne tout le temps. C'est dans notre vision du monde. Quand on a vu ça, cette citation-là de Linus Pauling, « La vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les liens qui les unissent entre elles », je veux dire, c'est ça le tissu social. Actuellement, ça nous rentre dedans de plein fouet avec la pandémie, les liens qui nous unissent, c'est là la vie. Mais finalement, on parlait de rencontres, nos films sont basés sur la rencontre, mais profondément, c'est ce qui nous intéresse le plus, d'écouter l'histoire de l'autre. Mais quand tu écoutes l'histoire de l'autre, tu tisses des liens, puis elle est là la vie. Fait que la biologie, elle est partout en même temps, puis elle est nulle part. C'est un peu métaphysique, dans le sens où, je veux dire, le documentaire, c'est un nouveau moyen, c'est une mutation de la communication, là, dans le sens où ça fait partie de nos sociétés, on fait partie du vivant, puis à quelque part, on peut voir ça comme un élément de communication dans cet ensemble, dans cet écosystème planétaire, si tu veux. Fait que c'est ça. Ça fait comme à quelque part partie du tout. Ouais. C'est full beau. Ça clôt tout, je pense. C'est vraiment comme une belle manière de fermer la discussion. Mais oui. Merci. Merci beaucoup. Salut.